Bonjour à tous et bienvenue sur Fitness Logic Radio. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Margretner, aka Fit by Chloé, qui est coach, compétitrice bikini IFBB Pro et bien d'autres choses. C'est la deuxième fois que Chloé vient sur le podcast, donc nous sommes rentrés tout de suite dans le vif du sujet. On parle de sa reverse diet suite à ses dernières compétitions, comment elle a fait, comment elle s'est organisée. On parle de ses objectifs futurs, le fait d'arrêter potentiellement les compétitions et de la santé des compétiteurs. Et on parle également de développement personnel. C'est donc un gros épisode avec une super conversation comme toujours avec Chloé. Vous avez été très nombreux à me demander un deuxième épisode, et bien le voilà. N'oubliez pas de lâcher 5 étoiles sur votre application, surtout si vous voulez d'autres invités de cette qualité. Enjoy. Salut Chloé, comment ça va? Bien, et toi? Bah écoute, top. La dernière fois qu'on a voulu se faire ce podcast, on n'a pas réussi parce que je suis venu te voir, mais tu m'as un petit peu planté au dernier On moment. Les sushis le soir avant, c'était pas la bonne idée. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis super content qu'on puisse faire ce podcast parce que ça fait un moment qu'on voulait le faire. Ça fait, je suis venu il y a quoi? Il y a 6 semaines, un truc comme ça? Un mois et Ouais, demi. ouais. Heu, on s'est fait un super training qu'on a filmé. Alors c'était pas le training de la meilleure qualité, mais en tout cas, la vidéo est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de trucs, à apprendre de ce training et c'est disponible sur, la chaîne YouTube. Bon, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le voir. C'est le deuxième podcast qu'on fait ensemble. Donc on a fait un premier podcast, tous les 2, donc je suis vraiment super content qu'on puisse faire, ce deuxième épisode. Ça va nous permettre aussi d'approfondir certains points et de ne pas repartir sur, toute ton histoire et cetera, mais Mmh. parler un petit peu plus, des trucs d'actualité, des trucs qui m'intéressent personnellement, des trucs dont on a discuté tous les 2, mais je pense qui sont super intéressants, de partager avec nos auditeurs. Hem, Peut-être pour faire un bref résumé, de cette année, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ce qui s'est passé pour les gens qui ont pas forcément suivi, rapidement le parcours, du fait que, tu as fait une préparation, qui a démarré l'année dernière, pour une des compétitions que tu as fait cette année? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap, là-dessus? Sur Oui, ton année de compétitrice, en fait. ouais. Alors pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, je suis donc, athlète bikini pro, IFBB, et donc j'ai commencé effectivement ma préparation en décembre de l'année passée, donc décembre 2021, pour des concours cet été. Donc j'ai commencé mes concours en juin, et j'ai fait 3 concours, 3 week-ends de suite dans 3 pays différents. Donc j'ai commencé mes concours, en Italie, le week-end d'après en Espagne, le week-end d'après au Portugal. Ensuite, je suis revenue en Suisse 2 semaines, 3 semaines. Je suis partie en Angleterre. Je suis revenue 2 semaines et je suis partie aux États-Unis encore pour 2 concours. OK. Heu, Comment ça se passe, au niveau, enfin, à quel point c'est dur d'enchaîner comme ça des compétitions, de semaine en semaine? Heu, Alors c'est c'est stressant et c'est fatigant. ouais, C'est fatigant. Un seul concours, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de stress et de fatigue qui s'accumulent. Un jour de concours, on se lève très, très tôt, on commence très, très tôt et ça dure, jusqu'à tard le soir. Et surtout, lorsqu'on enchaîne les concours, ça veut dire qu'on enchaîne aussi ce qu'on appelle les peak weeks, donc les semaines qui mènent jusqu'au concours. Et durant ces semaines-là, bah, pour qu'on soit prêt pour le jour du concours, on doit beaucoup manger. C'est un peu des protocoles un petit peu différents. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, bah, en Europe, il faut beaucoup voyager parce que les concours sont vraiment, bah, dans des pays différents justement. Donc souvent les concours en pro en Europe sont le dimanche. Donc tu as ton concours le dimanche, dès le lendemain ou le mardi, tu pars dans un autre pays. Donc tu prends l'avion, tu voyages, tu fais le check-in dans des Airbnb et cetera. Tu as de nouveau 2-3 jours, un concours, tu repars et cetera. Donc c'est très fatigant et très stressant. tu essayais justement de voyager immédiatement après le concours pour te laisser vraiment la semaine, dans le plus proche de la compétition pour être, je sais pas, dans le même climat, de pas avoir à prendre l'avion peut-être, juste avant de ou trop proche de monter sur scène ou quelque chose comme ça? Ouais, alors j'essaye toujours de faire en sorte d'être sur le lieu, du concours minimum 3 jours avant si possible pour justement avoir le temps
de me poser, pas prendre l'avion peut-être le jour avant à cause du risque de Ouais. rétention, etc. Avoir le temps aussi de préparer mes repas à l'avance. Souvent, on a le pro-meeting aussi 2 jours avant. Les pro-meetings, en général, c'est le vendredi, alors qu'on a le concours le dimanche, donc il faut être avant sur place. Donc, en général, j'essaie d'être là peut-être le mercredi pour un concours le dimanche. Ouais. Et les pro-meetings, ça consiste à quoi? C'est important ou c'est un peu que du blabla, des trucs que tu as déjà vu 1000 fois? Alors, honnêtement, quand on voit sur les réseaux, on se dit c'est trop cool, tu as un pro-meeting, etc. Mais en réalité, un pro-meeting, c'est super chiant parce que tu es assis dans une salle, tous les pros ensemble. Et par exemple, au Portugal, on est resté assis pendant 4 heures à attendre parce qu'en fait, ils appelaient chaque athlète l'un après l'autre. Mais les bikinis, on était quasiment les dernières. Donc, ils appellent Ouais. tous les athlètes, donc les body, les men's, les figures, etc. Et au final, tout ce qui se passe, c'est qu'ils font un petit speech de 2 minutes au début. Et après, chaque athlète passe l'un après l'autre chercher son numéro. Et c'est tout, bien la pesée ou la mesure pour les body, etc. Mais au final, c'est juste, tu reçois ton numéro et c'est tout. C'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts avec Chloé, c'est qu'elle vous dit toujours la vérité. Elle ne mâche pas ses mots. Rien à faire. Ouais, non, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Et je pense que pour les gens qui voyagent pas trop, on ne se rend pas compte du temps que ça demande rien que d'organiser les voyages, booker ses avions, voir les itinéraires entre l'aéroport, l'hôtel, les hôtels par rapport à est-ce qu'il y a un gym à côté, est-ce que je vais pouvoir avoir ma bouffe. Enfin, franchement, on ne se rend pas compte du travail que ça demande juste de faire ça. Et ça, c'est sans compter le fait de se préparer physiquement, d'arriver à gérer son stress pour être présentable sur scène, parce que le stress, l'avion, bah, ça impacte notre physique. Tu parlais de la rétention d'eau suite au fait de prendre l'avion. Mmh. C'est marrant, mais moi, je prends l'avion, je ressemble à un bibin d'homme pendant au moins 24-48 heures, quoi. Je suis complètement flotteux et c'est juste à cause de l'avion. Alors, est-ce que c'est le stress qui découle du voyage et tout? Je sais pas, parce que parfois, j'ai pas l'impression d'être stressé quand je voyage, mais pourtant, je le vois vraiment. Genre, je descends de l'avion, je me regarde dans un miroir et j'ai l'impression d'avoir pris 5% de masse grasse, quoi. Tu vois, c'est assez ouf. Certaines personnes sont plus impactées que d'autres. Par exemple, moi, niveau rétention d'eau, quand je prends l'avion, en général, j'ai pas trop. Après, est-ce que c'est peut-être parce que je fais vraiment attention à beaucoup m'hydrater, je prends des électrolytes Ouais, avant le vol, etc. Mais ce qu'il y a aussi avec l'avion, c'est que très souvent, il faut se lever super tôt pour aller à l'aéroport ouais. et prendre l'avion. Et ça, du Et coup, du ça coup, aussi. tu dors pas. Ouais. Si, par exemple, quand je Ouais. suis partie à Rome, j'ai pris l'avion, je me suis réveillée à 2h30 du matin pour aller prendre l'avion à 6 heures du matin. Et forcément, ça a un impact sur le sommeil et ça se répercute sur les jours d'après, ce qui a une répercussion sur ton physique. Toi, tu vois le manque de sommeil, l'impact sur ton physique? Ouais, sur le physique, Ouais. vraiment. C'est un truc qui m'est arrivé. J'avais un photoshoot le même jour que le mariage d'une de mes meilleures amies. Et du coup, j'avais plein de trucs à organiser la veille. Et je suis allé me coucher à genre 2h30 du mat et je devais me réveiller à 6 heures ou un truc comme ça, quoi. J'ai à peine dormi et j'étais dégoûté parce que, en fait, je me disais, ma condition physique a été tellement bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, je serais bien pour le lendemain. Et en fait, j'ai été voilé sur le photoshoot et j'étais dégoûté parce que les photos, elles étaient trop bien, mais genre, j'étais pas satisfait de mon physique, quoi. Ouais. Voilà. Non, le sommeil, ça a un impact, ouais. Ouais, c'est clair. Et c'est un truc que les gens sous-estiment en fait, mais tu vois, ils essayent de faire des peak week avec des protocoles super drastiques, optimisés avec leur hydratation, et cetera. Et tu leur dis: «Ouais, OK, mais est-ce que tu dors suffisamment?» Mmh. «Ah ouais, mais je sais pas si c'est un» non, si, genre dors 9 heures, tu vas voir que tu vas te réveiller, ton physique, il va être 10 fois mieux que Ouais. que tout ce que tu peux faire sur ta semaine si tu dors, pas suffisamment, quoi. Donc c'est vraiment un Et truc à mettre en avant, je pense. et d'ailleurs, par rapport au sommeil, ce qui est aussi compliqué, le jour des concours, notamment pour les femmes, c'est que souvent on a le make-up si, le prejudging, si on doit être sur Ouais. scène, disons à peut-être 9 ou 10 heures le matin, souvent on doit se lever à 3 heures du mat pour faire le make-up. Ouais, ça c'est un truc, moi j'en suis conscient avec les athlètes que je suis, mais c'est vrai que les hommes se rendent pas compte qu'il y a tellement de prep en plus pour une femme, pour être apprêtée, pour, faire le make-up et cetera. Ça prend vraiment du temps et du coup, tu dors vraiment pas beaucoup, quoi. C'est pas évident. Hem, c'est une préparation qui a été, est-ce qu'on peut dire peut-être la plus difficile depuis que tu as commencé tes compétitions? Ouais, clairement, clairement. Déjà en 2020, ça
2020, ça avait déjà pas été des plus simples, mais là, cette année, clairement, ça a vraiment été la plus dure pour être prête. Pas parce que le protocole était plus dur, disons, c'était plus ou moins la même chose, mais parce que mon corps ne réagissait pas. Ouais. Et ça, on en parlait tous les deux, mais c'est vrai que jusqu'à présent, à chaque fois, je me disais, putain, elle a vraiment de la chance, elle n'est pas obligée de descendre ses calories trop bas pour faire ses preps. Là, c'était pas le cas. Tu as dû Mmh. baisser tes calories davantage. Tu as fait beaucoup, beaucoup de cardio, de step count, etc. pour arriver à ton pic de compétition. Mmh. Tu sens que ça a eu un impact un peu sur le côté énergie, peut-être mentale, même énergie physique et tout. Tu as senti physiquement que c'était plus difficile? Hem, alors en fait, c'était plus difficile parce que justement, j'étais plus fatiguée. En Mmh. gros, donc j'étais en hypothyroïdie. Donc c'est déjà en 2020, j'étais en hypothyroïdie, c'est déjà ça qui avait rendu difficile la PrEP. Mais cette année, ma thyroïde était encore dans un plus mauvais état et donc j'étais en fait tellement fatiguée que du coup, ben, tout en a été impacté et mon métabolisme surtout, ben, la thyroïde justement, quand tu es en hypothyroïdie, pardon, ton métabolisme diminue et c'est pour ça que mon corps ne réagissait pas. Et donc, Mmh. bah, je devais en faire plus tout en étant plus fatiguée, pour que mon corps réagisse très, très lentement. Et donc ouais, c'est vrai que ça a beaucoup ralenti les progrès. On pensait que j'allais progresser beaucoup plus vite et au final, ben non. Donc sur la fin, j'étais pas prête, et il me restait plus que 2 semaines pour être prête. Donc là, on a vraiment dû cutter les calories vraiment très, très bas, et augmenter le cardio. Je faisais 2 heures de cardio par jour. Ouais, ça c'est Waouh. inattendu en Tu le prep, mais splittais en tu le splittais en 2. ouais, ouais, ouais. OK, Ouais, d'accord. Hem Donc, tu as eu plusieurs compétitions, ta shape a fluctué, entre à chaque fois les compétitions. ouais. Comment tu l'as vécu? Comment tu étais vis-à-vis de ça, en fait? Mmh. Alors, c'est ça qui a été compliqué aussi cette année, c'est que justement, comme mon corps ne réagissait pas, et que 2 semaines avant le premier concours, j'étais clairement pas prête, bah, j'ai eu que 2 semaines pour être prête et je l'étais plus ou moins, mais c'était toujours pas mon meilleur physique, disons. Donc mon premier concours, j'étais peut-être qu'il me manquait un petit peu plus de conditionnement, j'aurais pu être un petit peu plus sèche. Et en général, les premiers concours de la saison, c'est jamais là que tu es le mieux, de toute façon, parce que tu joues un petit peu avec l'appli Quick, tu regardes encore ce qui fonctionne le mieux, et cetera. Et donc, au premier concours, j'étais pas peut-être juste pas assez sèche et j'étais un petit peu ce qu'on appelle flat. J'étais un peu plate, c'est-à-dire que mes muscles n'étaient pas suffisamment remplis sur scène. Ils ressortaient pas assez sur scène. Après, le jour du concours, on a eu aussi, une petite Ouais, quelque chose auquel on s'y attendait ça pas de la part des organisateurs, c'est-à-dire que les bikinis devaient passer en premier sur scène. On devait être sur scène vers 4h, 5h. Donc, une demi-heure avant, ben, on se prépare pour monter sur scène, et cetera. Et en fait, 15 minutes avant, ils nous disent, bah, en fait, on fait d'abord passer les body et les men's. Et donc, les ouais bikinis, on et est c passé à 19h. Ce qui change tout parce que moi, j'avais déjà pumpé, j'avais déjà mangé des glucides pour remplir mes muscles, et cetera. Donc, j'avais un pump et au final, ben, je suis passée 3 heures plus tard sur scène. Donc, c'est aussi peut-être pour ça la raison que j'étais un peu plate, un peu ouais, flat. ça, on en a parlé tous les 2, mais c'est vrai que moi, je suivais et je me rappelle que tu avais alors je sais plus si c'est dans ta vidéo ou dans tes stories, mais tu avais une vidéo, de ta shape backstage enfin, juste après ton pump où Ouais. tu étais censé monter sur scène et je me rappelle avoir vu ça, je me dis: «Ah ouais, nickel et tout, là, elle est prête» et cetera et c'est vrai que tu as posté les photos ou les vidéos de la scène et je me dis: «Putain, c'est bizarre et tout». Alors je sais pas si c'est la lumière, mais j'avais pas eu cette histoire entre les 2, mais c'est vrai que ça a fait une différence malheureusement, et ça, c'est malheureusement, ça on en parlait tous les 2, c'est que c'est tellement frustrant en tant qu'athlète parce que tu t'investis tellement et tu fais tellement de compromis pour quelques minutes sur scène Mmh. et quand tu as les organisateurs qui, d'une certaine manière, prennent pas ça en compte parce que, ça change rien pour eux, tu vois, de faire passer des bikinis ou les enfin, en termes de promotion, en termes au niveau commercial, peut-être que ça change quelque chose, mais l'impact que ça a sur les athlètes est horrible. Bon, tu vas me dire, bah, toutes les filles qui étaient dans ta catégorie, entre guillemets, elles avaient le même sort, mais le problème, c'est que, bah, tu peux réagir différemment, enfin, ton corps réagit différemment. Il y a aussi le fait que, bah, tu es une athlète naturelle et du coup, le pic, il est plus difficile et il est
plus compliqué à maintenir dans le temps. Mmh. C'est-à-dire que tu peux être vraiment bien, mais tu peux pas être toujours pleine comme une athlète qui est chargée, qui de toute façon sera pleine quoi qu'il arrive, entre guillemets. Ouais. Et ouais, c'est vraiment frustrant. Euh, donc, suite à ces compétitions, à cause de, entre guillemets, la manière dont ton corps a réagi à cette prépa, à ces compétitions, tu as pris la décision à cause de enfin, pour privilégier ta santé, de potentiellement mettre une fin à cette partie de, enfin, à ta carrière de compétitrice. Je ne sais pas comment tu veux le présenter par rapport à ça. Ouais, alors disons que, bah, depuis ma première PrEP, donc en 2019, ça a directement engendré des soucis de santé. Donc comme je vous ai dit, hypothyroïdie, mais il y a pas que ça, il y a aussi, j'ai perdu mon cycle menstruel, par exemple, donc en 2019 pendant 2 ans, j'ai retrouvé en 2021, mais dès que j'ai recommencé cette PrEP cette année, j'ai reperdu mon cycle menstruel. J'ai aussi j'ai des déséquilibres hormonaux, d'une manière Dès le générale. début? Après ma PrEP 2019. Donc quand j'ai terminé mes concours en 2019. Ah, pardon, tu dis cette année? Ton aménorrhée, ouais. Ouais, donc j'ai commencé ma PrEP en décembre et j'ai perdu mes règles en février. Donc après seulement 2, Ok. 3 mois. Ouais, donc très rapidement, ouais, ouais. J'ai aussi le syndrome des ovaires micropolykystiques. Enfin, j'ai vraiment pas mal de choses. Et effectivement, ben, c'est dû à tout, au stress en fait, des préparations, des compétitions que j'impose à mon corps, que j'ai autant de répercussions sur ma santé. Et ce qu'il y a, c'est que non seulement j'ai pas envie de continuer à impacter ma santé et pouvoir à la rendre encore, à l'empirer, mais c'est aussi que ce que cette année m'a appris, c'est que du moment que ma santé ne va pas, je vais jamais réussir à vraiment atteindre mon full potentiel, mon plein potentiel, disons. Parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai pas réussi à être prête à temps pour les premiers concours. Et vu que j'ai enchaîné les 3 concours, j'ai pas pu vraiment m'améliorer entre les concours. Et sur la fin, ben, en fait, j'ai prolongé ma saison, je suis allée aux États-Unis, et cetera. Et sur la fin, c'était tellement de stress pour mon corps parce que j'ai prolongé du coup la PrEP, et cetera, que mon corps a fait un petit peu un burn-out. Et sur la fin, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de masse musculaire, j'arrivais pas à me remplir, et cetera. Donc, en fait, j'ai remarqué que du moment que j'ai des soucis de thyroïde, des soucis hormonaux, et cetera, je vais pas réussir à amener mon physique là où il pourrait être si j'étais en bonne santé. Et donc, effectivement, pour le moment, je ne pense pas refaire de concours à l'avenir, même si le dire, ça me brise le cœur, j'ai envie de dire. Mais parce que dès le moment où je vais recommencer une PrEP, il va se passer la même chose. Même si je prends 2, 3, 4 ans de off pour vraiment prendre soin de ma santé, mon corps n'est pas assez résilient pour supporter le stress d'une PrEP. Et justement, au niveau émotionnel, enfin, c'est-à-dire que être une athlète bikini, FBB Pro, etc., aujourd'hui, c'est une part de ton identité d'une certaine manière. Et enfin, j'imagine que c'est un choix extrêmement difficile. Je pense que c'est un choix sain et intelligent. Donc, je pense que enfin, d'une certaine manière, c'est clairement la bonne décision que tu prends, mais c'est clairement pas une décision facile à prendre parce que ça va bah, à l'encontre de, entre guillemets, certains de tes rêves ou certains de tes objectifs en tant que compétitrice. Et on en a parlé ensemble, tu es quelqu'un qui aime bien la compétition. Euh, et par rapport à cette identité d'athlète, comment tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire petit à petit, te détacher de cette partie de toi-même et que tu acceptes aujourd'hui, ou c'est encore difficile? Tu as encore dans la tête de se dire, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, ça peut quand même le refaire, etc. Alors, dans ma tête, oui, je me dis toujours, on ne sait jamais, mais en réalité, là, je suis encore dans une transition entre la fin de mes concours et retrouver vraiment un équilibre, retrouver une bonne santé. Et je pense que dès le moment où je vais vraiment retrouver à 100% cette santé, j'aurais pas envie de la remettre en péril. Ouais, parce que Maintenant, c'est beaucoup de travail pour revenir aussi. exact, exact, c'est des Ouais. années. Honnêtement, ça va être des mois et des années, donc ouais. Et aussi, on se sent pas bien. On se sent très, très mal, il faut se dire. Ouais. C'est pas juste, ah, tiens, j'ai des soucis de thyroïde. Non, c'est vraiment, tu as tous les symptômes, tu as tout. Enfin, ça a des conséquences sur ta vie, sur ta santé, sur ton bien-être. Mais après, en ce qui concerne, disons, mon identité, alors, effectivement, je suis athlète pro, mais je suis pas que ça. Et disons que c'est pas mon statut d'athlète pro ne définit pas qui je suis en tant que personne.
je suis bien plus que ça. Je suis avant tout coach, je suis avant tout, Chloé. Je suis aussi, business owner, donc j'ai créé la team Fit by C. Donc je suis plus que juste une athlète pro et aussi, au final, je vais toujours continuer de m'entraîner, je vais toujours continuer de faire un sport. Mais c'est vrai que c'est très difficile de me dire: «OK, je vais plus jamais monter sur scène, je vais plus», parce que comme tu as dit, je suis compétitrice de base, mais c'est plutôt pour me battre moi-même. Donc l'envie de toujours m'améliorer, de devenir meilleure, de me voir sur scène et de me dire: «Purée, je me suis améliorée par rapport à la dernière fois que je suis montée sur scène». Et essayer aussi, d'aller le plus loin possible. Effectivement, des rêves de gagner un concours en pro, d'aller à l'Olympia et cetera. Mais voilà, c'est aussi en fait, c'est un peu une bataille entre mes valeurs et l'envie de prendre soin de moi et puis, ma passion, mon amour pour ce sport. Mais je pense que les enjeux de gagner une médaille, de gagner un trophée, d'aller plus loin, ça ne vaut pas, ma santé, en fait. Ça ne vaut pas mon futur, ça ne vaut pas est-ce que si, je ne sais pas moi, un jour, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas? J'aimerais pouvoir avoir le choix et puis pas que ce soit Ouais. mon corps qui me dit: «Bah non, tu as tellement fait la merde, juste pour ce sport qu'au final tu peux même plus choisir, tu peux pas Mmh. en avoir». Donc ouais, c'est difficile, mais après, j'essaye d'accepter et puis de voir de l'avant plutôt. Et du coup, est-ce que tu envisages le bodybuilding, autrement aujourd'hui sans avoir des objectifs de compétition, en fait? Comment est-ce que tu t'abordes l'entraînement, tout cet aspect-là, en fait? Parce que ouais, Hem, alors moi, quand j'ai commencé la muscu, j'ai fait de la muscu pendant 4 ans sans même penser à faire des compétitions et en fait, c'est juste j'adore ça. J'adore la muscu, c'est vraiment, de base ma passion, c'est vraiment juste la musculation, avant même les concours, avant même le bodybuilding en tant que soi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand je suis en préparation, vraiment, je déteste m'entraîner parce que j'ai aucune ouais, énergie, j'ai aucune force et moi, quand je vais à l'entraînement, j'aime me pousser, j'aime soulever lourd. Donc quand je suis en prep, mes entraînements, je me sens faible, je me sens nulle et du coup, j'aime pas aller m'entraîner et du coup, mes entraînements changent aussi un peu parce que je fais un peu plus du léger, je fais un peu plus d'isolation et cetera. Alors que moi, comme je viens de te dire, j'aime soulever lourd, j'aime faire des mouvements polyarticulaires, des squats, des deadlifts et cetera. Donc en fait, quand je suis en off, je kiffe beaucoup plus et du ouais. coup, je vais beaucoup plus m'entraîner juste pour le plaisir, en fait. C'est vrai que c'est vraiment paradoxal parce que, le moment où on est, physiquement au top, esthétiquement, enfin, en tout cas, tu sais, sur le papier par rapport à, enfin, tu vois, la vision générale du fitness, c'est là où on se sent le pire. C'est là où nos entraînements, on y va à reculons et vraiment on se force. Moi, je sais que souvent, je me sens pas bien même, tu vois, genre, je commence à avoir des petites douleurs un petit peu partout. Je sens que ma récupération, elle est pas top, et cetera et c'est marrant parce que c'est là où les gens te font le plus de compliments sur ton physique, entre guillemets et tu as envie de dire: «Non, mais c'est clairement pas le moment», tu vois? Alors, ce qui est bien, c'est que là, quand on s'est entraîné ensemble, déjà que j'avais l'impression que tu voulais me tuer parfois quand je te parlais pendant que tu t'entraînais. Alors, j'imagine même pas quand tu es en prep, tu dois être, tu dois être Non, en enfer. ce qui est un peu frustrant quand on a filmé la vidéo, c'est que j'avais pas encore retrouvé ma force ou mon énergie. Depuis, donc ça fait 6 semaines, depuis, j'ai quand même déjà plus repris en force, repris en énergie, donc j'arrive déjà mieux à m'entraîner. Mais ouais, c'est vrai que quand tu es en prep, tu te Ouais, sens juste pas bien, en fait, d'une manière générale et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye beaucoup de mettre en garde sur les réseaux. C'est que je dis toujours: «Oui, mon physique est impressionnant», mais essayez pas de vouloir me ressembler, enfin avoir un corps en fait qui est prêt pour la scène, parce que c'est pas un corps qui est sain et surtout vous vous rendez pas compte à quel point déjà c'est difficile d'atteindre ça, les efforts que ouais, ça demande du cardio, enfin des heures de cardio, de ouais. vraiment manger très peu de calories et cetera. Mais aussi, c'est pas, comme tu l'as dit, les gens quand ils te regardent disent: «Waouh, elle est hyper en forme, elle est fit, elle est hein» et en fait, intérieurement, c'est là qu'on se sent vraiment le moins bien. Ouais, ouais. Hem, est-ce que tu penses que le bodybuilding, ou tu vois, genre la culture physique et cetera, hem, accentue les difficultés à se sentir bien dans sa peau et à accepter sa reprise de gras? Je parle de mon côté perso, de mon expérience perso.
c'est vrai que je suis toujours en train de me comparer avec, bah, le physique quand je suis le plus sec, parce que c'est là où je sors le mieux sur les photos et cetera et c'est toujours plus difficile pour moi de m'accepter, bah, tu vois, genre toute cette période de bulk, c'était toujours difficile pour moi de faire des photos. Alors que c'est marrant parce que j'ai reçu beaucoup plus de commentaires positifs, de quand j'étais en bulk que quand je suis en cut. En cut, il faut absolument que je sois en débardeur et pump pour que, tu vois, genre, bah, déjà que j'enlève mon t-shirt et c'est ça qui, genre, les gens ils font ah putain, t'as trop pris. Non, non, c'est juste que j'ai perdu 5 kilos de gras et que je suis tout fin maintenant. Mais ouais, est-ce que tu penses que ça accentue ce côté-là et quelle est ton expérience par rapport à ça? Alors, disons que moi, je suis peut-être un peu l'exception parce que moi, je me préfère vraiment en off en général. Je me sens pas bien dans mon physique de scène. Alors oui, c'est super impressionnant, mais en fait, je me sens tellement mal intérieurement qu'au final, c'est Mmh. vraiment pas le physique que j'aime le plus. Hem, En fait, il faut se dire, il nous reste quasiment plus que des os et des muscles, quasiment. Mmh. Peut-être que je Ouais. suis descendue, je pense, vers les 9-10 de masse grasse. Hem Et du coup, bah, tu as plus vraiment de forme. En tant que femme, tu vois, tu te sens plus vraiment féminine et donc moi, je préfère mon corps comme je suis maintenant, par exemple. Heu, mais après, bah, je pense Est-ce qu'il que faut accepter dans est-ce tous les est-ce que cas. du coup, tu arrives à faire la différence entre ton corps, la manière dont tu le vois à travers, les photos, les vidéos et comment tu vis avec tous les jours? Parce qu'en fait, moi, c'est ça, je pense, la difficulté que j'ai, c'est que je fais moins attention à comment je vois mon corps, au quotidien et je me base plus sur, justement ce médium de photos et de vidéos, tu vois? Mmh mh. Bah, disons, alors on n'est jamais objectif envers soi-même, hein, c'est clair et quand Ouais, on se non, voit ça, tous c'est les clair. jours, ouais, quand on se voit tous les jours, en fait, on se rend jamais compte et quand on est dans la phase en question, on a toujours tendance à exagérer le truc en négatif. Donc si je donne l'exemple, quand on est très, très C'est bien que sec, tu le dises. quand on est très, très sec, on n'a jamais l'impression qu'on est assez sec. On se dit toujours: C'est «Non ça. mais je suis pas prête, je suis nin». Et quand on est en off, on a tendance à toujours se voir plus gros que ce qu'on est. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que moi, quand je suis sèche pour mes concours et que je revois des photos de moi en off, je me dis: «Purée, j'étais énorme». Je suis là: «Purée, j'étais chubby» et maintenant que je suis plus ou moins là où j'étais déjà et que je revois ces photos, bah, je me dis: «Mais en fait non, sur ces photos, j'étais normale». Et quand je revois mes photos de prep maintenant, je me dis: «Purée, est-ce que j'étais maigre?» alors que sûrement je me dis pas ça. Donc on a toujours une vision très, très Mmh. déformée Ouais, et souvent quand on voit des photos d'avant, on se dit toujours: «J'étais mieux à ce moment-là». Alors que sur le moment, ben, on se dit toujours: «J'étais mieux encore avant». Donc c'est un peu ouais. con, on a toujours l'impression qu'on était mieux avant ou on espère qu'on sera mieux après, sans jamais vraiment se dire: «Non mais en fait, C'est je vrai suis que c'est déjà». vraiment très difficile d'être dans le moment et de s'apprécier ou d'apprécier les résultats qu'on a, dans le moment, ça c'est clair. Après, Hem, ce ouais, qui ce dis-moi? qui peut aussi pardon, ce qui peut aussi beaucoup aider, c'est de peut-être un peu se détacher de notre image et beaucoup plus se concentrer sur comment on se sent au final. C'est Ouais. OK, j'ai repris peut-être 2-3 kilos de gras, mais je dors mieux, j'ai une meilleure relation avec la nourriture, j'ai une meilleure vie sociale, je suis de meilleure humeur, j'ai une meilleure digestion. Enfin, vraiment se concentrer sur tous ces aspects-là, plutôt que toujours, toujours, toujours uniquement de quoi j'ai l'air. Ah ouais, c'est clair. C'est se concentrer et être, reconnaissant aussi de tous les trucs qui sont positifs, dans ce moment-là. Je pense que c'est extrêmement important, c'est peut-être, je dirais même, tu vois, c'est bien que tu le dises, mais c'est ce qu'il faut faire en fait, d'une certaine manière. C'est le travail, mental qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est se concentrer sur ce qui va, sur les côtés positifs, sur Exact. aussi se rappeler du pourquoi on fait ça, tu vois? Genre en termes de santé, enfin, quels que soient les objectifs. Mmh mh. Hem, du coup, tu vas continuer, tes body checking si tu envisages pas de retour à la compétition pour le moment? Genre, ton poids, tes mensurations, des trucs comme ça? Ou tu t'es Heu, détaché de ça et alors, j'ai arrêté de compter mes macros totalement, donc là, je mange vraiment intuitivement. Je continue quand même de me peser pour quand même avoir un certain contrôle, tu vois? Pas souvent quand on lâche totalement prise, bon des fois ça peut être très positif, mais des fois ça peut aussi être, on prend 5 kilos en 3 semaines et puis on remarque pas forcément. Donc là, je vais quand même juste voir si, OK, est-ce que je prends du poids un petit peu trop vite et que c'est ou pas? Après je ne prends plus de photos, je fais plus, tu vois,
mes physique updates, mes check-in, par exemple avec mon coach ou comme ça je fais plus forcément. Je regarde plutôt dans le miroir de quoi j'ai l'air, comment je me sens, quand je me sens dans mes vêtements, quand je me sens dans ma peau tout simplement. Donc Ouais. j'ai un léger contrôle, mais sans plus, quoi. C'est plus comme avant. Du coup, tu as continué à compter tes calories combien de temps, post-show? Enfin, post-dernier show? Pendant 1 mois et demi, je crois, 6 semaines. Ah ouais, Heu, donc assez court, en fait. ouais, très, très, très court et c'est pas forcément ce que je recommande en général après un concours ou après une simple perte de gras. En général, je recommande vraiment de continuer à compter pour réaliser ce qu'on appelle une reverse diet, en fait, réaugmenter gentiment les calories. Seulement cette année, j'ai remarqué que continuer de traquer une macros, ça me stressait plus qu'autre chose. C'était vraiment une source de stress en ce moment et Mmh. surtout, contrairement aux années passées où j'ai fait des preps, j'avais pas cette faim extrême, vraiment cette faim constante qu'on a en général Mmh. après un concours et qui est plus ou moins normale parce que nos hormones sont Ouais. complètement détraquées. Mais je ressentais pas ça et en fait, je savais que j'arriverais très bien à gérer, et pas, justement, manger tout ce que je trouvais dans ma cuisine, et c'est effectivement le cas et j'arrive très bien à manger intuitivement sans vraiment, tourner, crazy comme on dirait. Mais après je structure quand même mes repas. J'ai 3-4 repas par jour, enfin petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je fais attention à avoir suffisamment de protéines, je fais attention à consommer des aliments non transformés, je cuisine toujours tout moi-même et cetera. Donc j'ai quand même Ouais. des principes de base. C'est pas, OK maintenant je compte Et puis plus, je après, mange tu as comment. fait ça pendant tellement d'années que tu as une C'est ça, expérience tu as des habitudes alimentaires qui sont bonnes de toute façon. Et ouais, je pense que ça, c'est un truc qui est super important à dire, c'est que, heu et c'est ce qui m'embête le plus quand on voit des gens, pousser le intuitive eating, moi aussi. mais sur des gens qui n'ont pas d'expérience, en fait. Et tu sais, c'est genre, oui, nous, on peut manger de manière intuitive parce que moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait ces dernières années, mais parce que j'ai compté mes calories et j'ai fait tellement de travail et j'ai changé tellement d'habitudes alimentaires ces dernières années que, bah, en fait, mon intuitive eating, c'est pas, enfin, c'est pas la même intuition que quelqu'un qui a pas d'expérience, en fait. Exactement, Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as pu faire entre guillemets, «une reverse» aussi courte. C'est que comme tu dis, tu as tellement des bonnes habitudes alimentaires, tu cuisines tes plats, tu manges pas beaucoup de trucs transformés, tu as des habitudes qui sont en place et cetera, que tu peux te transitionner vers ça, et en plus, tu te connais et le fait, comme tu disais, que, bah, ta faim était pas forcément complètement psychopathe parce que ça, c'est difficile à gérer de manière intuitive parce que, bah, on a tendance à surconsommer. Bah, ça t'a permis de faire ça, super bien, en fait. exactement. Je suis exactement du même avis. C'est qu'il faut vous dire si vous êtes, je sais pas, vous avez 30 kilos en trop, c'est justement votre intuition qui vous a fait arriver dans cette situation. Donc Ouais, vous pouvez c'est vrai. C'est bien de le dire, ouais, c'est ça. donc il faut d'abord c'est l'éducation avant l'intuition. Il faut d'abord vous éduquer sur la nourriture, sur la nutrition, sur les aliments, sur les portions et sur vous-même. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? De quoi est-ce que votre corps a besoin, et cetera, pour ensuite pouvoir transitionner vers de l'intuitif. Mais effectivement, juste Ouais. dire: «Ouais, bah, mange intuitivement, écoute ton corps». Ouais, bah, mon corps, il me dit de bouffer, 3 paquets de chips et 2 pots de glace pour le dîner. Bah, bah, effectivement, écoute ton Ouais. corps. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Bah, heureusement que j'étais en intuitif quand tu m'as donné toutes les barres, au chocolat là, suisse parce que sinon, si j'avais dû les compter dans les calories, ça aurait été une catastrophe. C'est pas Du coup mais moi, j'ai fait mes preps en mangeant du chocolat tous les jours. OK, OK, donc pas d'excuses. Ouais. Hem, du coup, tu y as déjà répondu. Stéphane, ton coach, continue à te suivre là, même sans objectif de compétition, ça te rassure en fait d'une certaine manière d'avoir, quelqu'un qui est quand même là et avec qui tu peux échanger, tu peux nous expliquer un peu ça? Parce que tu as les connaissances nécessaires pour te faire toi-même, enfin, tu vois, genre, c'est pas quelque chose dont tu as fondamentalement besoin, surtout dans cette période-là. Donc est-ce que tu peux Alors, expliquer un peu pour les actuellement, Steven ne me suit pas parce qu'en fait, OK, il me suit que pour l'alimentation, et vu que je compte pas mes macros, ben, voilà, on a rien à se dire. Après bon, mon coach, Steven, c'est plus un ami qu'autre chose, donc on continue de se ouais, parler, 1 fois par semaine. Et je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux lui écrire, mais en termes de coaching vraiment, là, on n'en fait plus, non, OK, depuis que j'ai planté mes OK, macros. Mmh. d'accord.
Vous voulez perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, mais vous manquez de temps et vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour avoir des résultats rapides et durables. Vous avez besoin d'un coach pour vous accompagner. Prenez un call avec moi sur fitnesslogic.com pour enfin atteindre vos objectifs. On repart sur le podcast. Et est-ce que tu penses que le bodybuilding t'a appris des choses sur toi-même et à quel Ouais, niveau? beaucoup de choses, mais je dirais principalement, ça m'a prouvé vraiment de quoi j'étais capable. Ouais, Heu, Parce qu'en me lançant là-dedans, je ne savais pas à quoi m'attendre et je ne savais pas à quel point ce serait difficile ou pas. Et je me suis rendu compte que, bah, j'étais capable de faire ça et d'aller très, très loin et du coup, ça a énormément, je dirais, augmenté ma confiance en moi, même si, voilà, j'avais plus ou moins déjà confiance en moi avant, mais d'autant plus, grâce à ça. Et ça m'a aussi permis, je dirais, de me lancer plus facilement dans d'autres choses, de me dire: «OK, bah, je suis capable de faire des choses donc vas-y, lance-toi, avance». Je dirais que c'est principalement ça. Est-ce que tu penses qu'il y a ce truc de régularité, de faire des choses de manière régulière, d'avoir, certaines habitudes qui vont driver des résultats sur le long terme et qui est bah, que tu retrouves dans ta vie, «entrepreneuriale» entre guillemets? C'est-à-dire que les choses que tu mets au quotidien, que les choses que tu fais, ça drive du résultat à ce niveau-là aussi? Et peut-être que c'est quelque chose que tu as appris via le bodybuilding ou pas? Alors je dirais que même avant le body, j'avais déjà tendance à avoir ça comme ça, dans le sens, ben voilà, tu dois faire les efforts pour avoir des résultats à long terme et tu dois faire les choses régulièrement et pas juste, à fond pendant des semaines et ensuite laisser tomber. C'est justement les petites choses que tu fais tous les jours qui amènent à des résultats à long terme. Après, je dirais, bah, dans mon métier à moi, donc comme étant coach, bah, j'ai commencé les compétitions en 2019 et forcément, bah, avec le temps, avec l'expérience, mais aussi avec l'expérience, ma propre expérience, mon expérience personnelle justement, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur le corps humain, d'autant plus. Donc j'ai continué à apprendre et il y a beaucoup de choses que j'ai pu aussi appliquer pour mes propres clients, notamment tout ce qui est gestion du stress, principalement, je dirais que c'est vraiment quelque chose qu'avant les concours, j'avais peut-être pas suffisamment conscience. Gestion du stress, donc tout ce qui concerne le système nerveux, la récupération, le sommeil, etc. Donc ça, c'est plutôt vraiment pour mon travail en tant que coach. OK. Hem, donc on a fait une première partie du podcast sur tout le côté, physique, bodybuilding et cetera. J'ai aussi beaucoup de questions que j'aimerais te poser plus sur le côté, entrepreneurial, Chloé en dehors des compétitions. Donc, l'autre Chloé, l'autre, face de Chloé qui, je pense, est extrêmement intéressante et dont tu parles un petit peu, mais j'aimerais peut-être, pousser les gens à découvrir un petit peu plus, cet aspect de toi. Mmh. Hem, est-ce est-ce que le fait que tu quittes la compétition, on pourrait dire que tu passes un petit peu d'une motivation, extrinsèque à une motivation intrinsèque? Ou pas du tout, parce que de toute façon, tu as toujours une motivation intrinsèque par rapport à ça et que c'est ça qui te drive au quotidien dans ce que tu fais? Non, alors je dirais que moi, je sépare vraiment l'athlète de la coach. C'est-à-dire que depuis toujours, mon but principalement, c'est vraiment, en tant que coach, c'est d'aider les autres. Alors pas forcément qu'en coaching, one to one, mais en tant que figure sur les réseaux sociaux, de faire prendre conscience aux gens, en fait, de l'importance de prendre soin de leur santé, sur tous les aspects, que ce soit avec le sport ou l'alimentation, mais ce soit aussi, leur santé psychologique, leur santé mentale. Heu, Essayer de mettre en garde aussi des dangers, des troubles du comportement alimentaire, puisque je suis passée par là et je sais à quel point ça impacte tout le reste, la santé physique et mentale. Et après, il y a aussi le côté athlète, c'est ce que moi j'aime. C'est ce qui, moi, me comment dire? Fait b Comment on dit en français? J'ai en tête Fais battre ton cœur. ouais, fait brûler le feu Ouais, intérieur. C'est un ouais. peu difficile, Ça te mais passionne, ouais. voilà, Mmh. ça me passionne et ça, je le fais vraiment juste pour moi, en fait. Vraiment, le Ouais. body, la muscu, c'est vraiment ce que moi j'aime et je le fais juste pour moi et absolument pas pour les autres ou pour mon image.
Mais forcément, au final, ça impacte mon image puisque je le fais pour moi, Mais en mais fait, pas je je pense que ce qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens par rapport à ça, c'est: «OK, mais si tu le fais pour toi, pourquoi est-ce que tu fais de la compétition? Ou ouais. pourquoi tu as fait de la compétition?» tu vois? Et moi, je le comprends, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens parce qu'ils se disent: «Ouais, mais en fait, elle fait ça juste pour avoir une reconnaissance extérieure, pour avoir un classement, pour gagner» et cetera et tu vois ce que je Alors veux dire? au final, forcément, on a envie de gagner. Mais c'est pas la motivation forcément, si tu vas sur scène, c'est pour gagner, mais c'est pas la Ouais, motivation, 1re. C'est pas ouais, je fais ça uniquement dans le but de finir première parce que sinon là, j'ai fait 6 concours, bah, j'ai fait un top 3, j'ai fait un top 4, mais j'ai pas fini première. Bah, si vraiment c'était juste pour ça, là, je serais au fond du gouffre parce que j'ai pas réussi. Mais c'est pas ça au final. C'est et ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est alors pourquoi tu te montres sur les réseaux? C'est pourquoi tu mets autant de vidéos et autant de photos et cetera et dans le fond, il y a des fois où j'aimerais le faire moins, mais et c'est ça qui est un peu je l'ai déjà dit, mais je trouve ça un peu triste, c'est qu'en fait, tu attires les gens en montrant ton physique, en montrant ton corps. C'est pour ça que les gens à la base, ils viennent te voir, ils se disent: «Ouais, elle a un physique incroyable. Du coup, je vais écouter ce qu'elle dit» et en fait, c'est pour moi, avant tout, une façon de faire passer mes messages et une façon de faire que les gens m'écoutent et se disent ce qui est aussi très, très triste, c'est que les gens se disent: «Si elle a un bon physique, c'est qu'elle sait de quoi elle parle» et ça, je peux vraiment donner l'exemple, c'est que ça on quand en ouais, on en parlait et c'est vraiment difficile pour les gens de se détacher de ça malheureusement. ouais, quand je suis en prep ou quand je suis sèche, les gens se disent: «Elle sait de quoi elle parle, je vais l'écouter, je la veux comme coach». Dès que je suis en off et que j'ai peut-être 10-15 kilos de plus, ouais 10, on m'écoute beaucoup moins parce qu'on se dit: «Ah ouais, mais son physique il est pas si incroyable, elle est pas si sèche que ça, elle a pas l'air si fit. Pourquoi l'écouter? Parce que sinon elle aurait l'air Mmh. mieux» et en fait, bah, quand tu as un physique plus impressionnant, les gens vont te donner beaucoup plus de crédit et de légitimité et ça, c'est un truc, Ouais. moi honnêtement, je trouve ça super triste. Mais du coup, bah, voilà, Bah, je c'est montre le gros problème de notre industrie, hein, c'est que tu as beaucoup de mecs qui enfin, qui prennent des produits, qui ont des physiques, extrêmes et ils ont plus de légitimité que d'autres personnes qui ont sans doute beaucoup plus de capacité à aider les gens et qui sont moins reconnus dans tu le vois ouais. aussi, les meilleurs coachs ou les personnes qui ont le plus de connaissances, c'est vraiment pas ceux qui ont le meilleur physique, souvent et et moi, je repartage beaucoup, beaucoup de posts, par exemple, dans mes stories, de personnes qui sont justement qui savent vraiment de quoi elles parlent et qui sont pour moi les plus qui ont le plus de connaissances dans le milieu. Mais les gens, ils se disent: «Ouais, mais lui, il ressemble à rien, du coup, non, je vais pas regarder, je vais pas le suivre, je vais pas lire ses posts, je vais pas écouter ce qu'il dit parce que, voilà, il a pas le physique que Moi, c'est j'aimerais avoir». moi, c'est pour ça que j'essaye de pas être trop musclé, tu vois? Que je me limite dans ma progression parce que c'est pour, Pas plus de c'est pour qu'on me prenne, sérieusement. Hem et justement pour est-ce que tu as des gens qui viennent te voir justement et qui ont plus, cette approche de validation externe, d'une certaine manière de motivation extrinsèque et est-ce que tu les drives ou est-ce que vous les drivez dans la team à justement, se focaliser un petit peu plus sur cette, heu, sur cette progression, sur cette croissance qui est cette mentalité de croissance, je cherchais le mot, la mentalité de croissance qui permet justement bah, de maintenir enfin, d'arriver à ses objectifs sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, bah, au final, c'est presque ce qu'on fait, j'ai envie de dire. Je pense que ça se voit déjà un petit peu avec notre communication, les posts qu'on fait et Ouais, cetera. bah, ouais. Après, c'est clair qu'en coaching one to one, il faut se dire que le coaching, un coaching nutrition, sport, oui, on vous dit quoi manger, oui, on vous dit comment vous entraîner, mais au final, c'est 85 de psychologique et de mental et d'essayer de faire changer, en fait, l'état d'esprit de la personne. Parce qu'en général, quand principalement nos clients sont principalement des femmes, quand elles s'approchent de nous, en général, c'est: «Ah, je veux juste perdre du poids». C'est tout ce qui les motive et en fait, après, on essaie de leur faire remarquer qu'il y a bien plus que ça, en fait et clairement, bah, c'est vraiment notre vision, nos valeurs, notre objectif et c'est vraiment ce qu'on fait et du coup, les personnes n'ont pas juste une transformation physique du genre: «Ouais, waouh, j'ai perdu 5 kilos en 2 mois». C'est vraiment des transformations psychologiques, d'état d'esprit, bah, comme tu dis, adopter, en fait, passer d'une mentalité, limitante à une mentalité de croissance. Ce qui a des impacts sur leur vie complète. C'est plus seulement Ouais. le sport ou le physique, mais elles évoluent et elles se transforment sur tous les plans, que ce soit relations, Ouais, professionnelles, carrément. en soi, et cetera.
Et est-ce que vous filtrez vos clients et est-ce que vous essayez de comprendre si vous allez pouvoir leur apporter ou pas? Comment ça marche par rapport à ça? Ouais, alors après, bah, moi, mon but en créant la team, c'est de pouvoir vraiment suivre tout le monde. Donc mais si quelqu'un vient vers nous avec juste un objectif de perte de poids et au final, on se rend compte qu'elle a des troubles du comportement alimentaire, elle a des troubles hormonaux et cetera, on va lui dire: «Écoute, c'est pas le moment de faire une sèche peut-être ou alors peut-être en parallèle, mais il faut aussi, bah, que tu prennes soin de ta santé mentale, que tu améliores ta relation avec la nourriture, que tu règles d'abord tes soucis hormonaux et cetera» et du coup, bah, on peut les rediriger vers les bonnes coachs dans la team. OK, OK. Et toi, est-ce que tu te mets en place des objectifs? Est-ce que tu changes ces objectifs? Heu, comment est-ce que tu revois les trucs que tu veux atteindre, les directions que tu veux prendre et cetera? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose où tu te poses, tu vois, genre, tous les trimestres, tous les 6 mois, tu dis: «OK, ça, c'est ce que j'aimerais mettre en place, ça, c'est ce que j'aimerais». Comment ça marche par rapport à ça dans ta tête et dans comment tu structures ça, en fait? Alors disons que moi, j'ai vraiment plutôt une vision à long terme. Mon but, bah, actuellement, par exemple, c'est juste récupérer de mes concours, diminuer au maximum mon stress, reprendre de la masse musculaire que j'ai perdue durant ma prep et du coup, bah, je vois vraiment ça sur le long terme. C'est vraiment juste m'entraîner pour kiffer, augmenter mes perfs, manger assez pour soutenir ça, soutenir gérer mon stress et faire peut-être d'autres activités pour justement réguler ça. J'ai commencé un peu le yoga, je fais du pilates et cetera. Mais c'est vrai que j'ai pas des objectifs vraiment Le précis. dimanche. Oui, où j'étais pas allée d'ailleurs. C'est ça. J'ai pas vraiment des objectifs très, très précis où, tous les mois je revois les objectifs, est-ce que j'ai atteint ça ou pas? C'est vraiment, bah, comme je Alors te ça, disais. c'est ça au niveau training et maintenant plus au niveau entrepreneurial. Mmh mh. Disons qu'au niveau entrepreneurial, alors j'ai ma vision, je sais, j'ai des projets. En fait, je suis très impulsive. Donc quand j'ai une idée ou quand j'ai envie de faire un truc, en général, je me dis: «Ah, je veux faire ça» et je vais à fond et je fonce et du coup, j'ai souvent plusieurs projets un petit peu en même temps. Il y en a des à plus ou moins long terme et là, par exemple, j'ai un C'est gros projet. justement ce que je c'est justement ce que j'allais te demander, si tu faisais justement, bah, un projet de A à Z ou si tu Ouais. arrivais à en avoir plusieurs en même temps et driver tous ces trucs. Non, j'en ai plusieurs en même temps. Là, par exemple, bah, je viens de lancer, des t-shirts. Heu, Ça, c'était vraiment à court terme. J'ai eu l'idée, la semaine d'après, ils étaient déjà en vente. Mais par exemple, j'ai un gros projet pour 2023, pour automne 2023, qui est déjà en route depuis plus de 6 mois, quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment un plus gros projet, mais voilà, j'en ai plusieurs en même temps. J'en ai encore un autre aussi qui est un peu en cours. Donc ouais. OK, Mais OK. disons que je planifie pas vraiment, je sais pas OK, comment donc expliquer. ça, c'est plus, tu as une idée qui te vient et tu te dis: «Ouais, bah, ça, c'est une bonne idée» et tu commences à bosser dessus et tu crées le truc. OK, C'est ça, super. composer très. Hem, Au niveau de tes habitudes, est-ce que tu as des habitudes, régulières au niveau de ton quotidien, des rituels, qui sont importants pour toi? Alors je dirais que depuis quelques mois, je me suis vraiment un peu plus mis à la méditation, et du coup, je remarque vraiment une différence quand je fais juste 10-15 minutes de méditation le matin. Je me sens beaucoup plus, ancrée, grounded, méditation, exercice de respiration. J'ai beaucoup plus mis l'accent là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dirais ça c'est en train de devenir une habitude, mais ça l'est pas encore vraiment. Dans le sens où je dois Mmh, encore quand même me forcer et me dire: «OK, bah, là, vas-y, fais ta méditation et cetera». Mais je le fais vraiment quasiment tous les jours. Après en point de vue vraiment habitude, je dirais que c'est vraiment devenu plus un mode de vie, de bien manger, de cuisiner, de manger, des protéines à chaque repas, d'aller m'entraîner. L'entraînement, c'est j'ai envie ou j'ai pas envie, au final, j'y vais. C'est ouais. vraiment, Même c'est si juste c'est à 23:00. oui, c'est vraiment, voilà, je ça fait partie maintenant de mon mode de vie et je me verrai pas, tu vois, me dire: «OK, bah, là, j'ai laissé tomber pendant 2 mois, OK, je reprends». Bah, non, en fait, c'est oui, je peux prendre une pause d'une semaine parce que peut-être cette semaine, j'ai vraiment besoin de repos, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, voilà, je prends une pause d'une semaine, mais je sais qu'après une semaine, je vais y retourner. Ouais, OK.
Hem, Si tu devais justement, tu vois, genre, mettre en place, une habitude de vie, par exemple, ah, si tu te parlais à toi-même, à Chloé à 18 ans, tu te dirais: «OK, mets cette habitude de vie en place parce que ça va changer ta vie», qu'est-ce que ça serait? Hem, je dirais bon, quand j'avais 18 ans, je dirais de m'autoriser à manger. Ouais. Bon, c'est pas vraiment une habitude, mais bon, ça c'est le truc, qui Ouais, m'a parce que beaucoup. ça, on en a pas parlé, mais tu as eu des troubles du comportement alimentaire, quand tu étais plus jeune. Heu, Ça, j'aimerais bien qu'on en reparle, juste après de comment ça a affecté, ta trajectoire, de vie, que ça soit compétition, même plus généralement, en fait, tu vois? Le fait Ouais. qu'aujourd'hui tu travailles dans le fitness et la nutrition et cetera, est-ce que ça a joué, là-dedans? J'aimerais bien qu'on en parle après, Mmh mh. Ouais, mais après sinon, bah, en termes de vraiment d'habitude, je dirais beaucoup plus, moins me concentrer uniquement justement sur l'alimentation et le sport et beaucoup plus sur tout le reste. Donc la gestion du stress, faire d'autres choses que juste aller m'entraîner et faire attention à mon alimentation, heu, plus lâcher prise en fait Mmh. et le repos. Mais c'est difficile parce que aujourd'hui, tu le comprends ça, mais quand tu manques de maturité et que tu as des hippies comme nous qui te disent, genre: «Non, mais il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu te reposes, il faut que tu fasses de la méditation» et cetera. Je sais que moi, le Nevin de 18 ans, il m'aurait dit: «Mais OK, d'accord». Genre: «De quoi tu parles?» Après, c'est normal, c'est bah, avec l'âge, avec l'expérience et avec ce que tu vis que tu apprends aussi les choses. Alors, Mmh, ça peut aller plus vite si tu as un mentor ou un coach ou quelqu'un qui te le dit, parce que tu vas peut-être ouais, mieux comprendre les choses plus rapidement. Mais au final, du moment que tu ne le vis pas et que tu as pas peut-être un peu un déclic qui soit tout à coup ou qui se construise petit à petit dans le temps, au fil du temps, heu, tu vas pas le comprendre. En fait, les gens vont comprendre que ce qu'ils sont prêts à comprendre ou vont écouter que ce qu'ils sont prêts à entendre. Donc et je pense que ça, c'est un truc où on est forcément biaisé parce que toi et moi, on fait du coaching et du coup, on est toujours à répéter que prendre un coach, prendre un mentor, c'est gagner tellement d'expérience, en un clin d'œil. Donc les gens ne nous prennent pas forcément au sérieux, mais vraiment, moi, je le vois par rapport à mon expérience personnelle, le fait d'avoir travaillé avec des gens, le fait d'avoir, du mentoring, que ça soit au niveau business et cetera, ça aide tellement, ça vous fait tellement accélérer dans le temps parce que vous prenez toute l'expérience de la personne, toute son expérience pratique de vie et cetera et boum, vous emmagasez ça et vous partez avec une longueur d'avance, incroyable, quoi. c'est ça. Et quand on dit aux gens: «Vraiment, prenez un coaching», ça c'est un investissement en vous. Vous allez non seulement gagner du temps, mais Ouais, vous allez aussi tellement grandir, progresser et cetera. Les gens se disent: «Elle veut juste vendre son truc». Mais ouais, en fait, nous, si on fait ça de base, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour le business. Alors oui, forcément, on doit vivre de quelque chose, on doit le monétiser. On peut pas faire ça gratuitement parce que on pourrait pas, ce serait pas possible. Mais au final, nous, ce qui nous drive de base, c'est vraiment d'aider les gens et de pouvoir les accompagner et c'est tellement en fait satisfaisant quand bah, j'ai mis encore juste avant, j'ai mis un message en story, quelqu'un qui me disait, tu as transformé, t'as changé ma vie. Et c'est tellement gratifiant, en fait, de voir ça que tu as envie d'aider tout le monde. Mais il faut que les gens, ils comprennent ça et se lancent, en fait, dans le coaching. Ils se disent: «Effectivement, je vais investir dans ce coaching». Alors oui, c'est une somme d'argent, mais ça va tellement plus m'aider que m'acheter, un ensemble Gymshark, quoi. ouais, mais en plus, tu as aussi cette problématique-là qui est une réalité, c'est que, le concept du buy-in, dans le sens où même si tu le faisais gratuitement, les gens le prendraient pas aussi sérieusement que quand ils payent pour et qu'ils s'investissent et que du coup, ils mettent de la valeur dans le contenu qu'ils reçoivent et ça, c'est un truc que je vois à tous les niveaux qui est frustrant, en fait, parce que l'information pourrait être identique et pourrait être gratuite d'une certaine manière, mais n'a vraiment pas le même impact, sur la personne parce qu'elle est pas perçue de la même manière, quoi. C'est ça, c'est les gens ne donnent de la valeur qu'à ce qu'ils payent. Parce que c'est clair que si tu mets 20 balles dans un coaching, tu vas dire: «Bah, que je le suive ou pas, je m'en fous, au pire, je perds juste 20 balles». On le Ouais, voit aussi, bah, moi, je mets énormément, pas comme toi, on met énormément de contenu gratuit ouais. sur YouTube, sur Instagram et cetera. Tu peux répéter 20 000 fois la même chose dans des posts, dans des stories, dans des vidéos. Les gens vont pas l'écouter et dès le moment où tu vas le dire la même chose
dans le cadre d'un coaching, là, ils vont direct comprendre. Donc, ouais. Comment tu as justement, recruté des gens sur ta team? C'est des gens que tu connaissais déjà? Comment ça s'est passé un petit peu? Comment tu arrives à déléguer, justement, parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, déléguer quelque chose dans son business, ça fait toujours peur parce que du coup, on accepte de ne plus faire quelque chose nous-mêmes et que ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire et c'est très difficile. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de peine avec la délégation de base. Donc depuis que j'ai commencé mon biz, j'ai toujours tout fait toute seule. Heu, En ce qui concerne, bah, déjà le coaching de base, mais après tout ce qui est administratif, tout ce qui est création de vidéos, j'ai vraiment je suis seule, en fait, depuis que je gère tout. Hem, mais pour le coaching, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire: «OK, je vais créer une team» parce que je voulais pas prendre quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment coacher moi et me dire si c'est mes clients, c'est moi qui les coach. Et petit à petit, j'ai réussi à me libérer de ça, principalement parce que j'ai trouvé les bonnes personnes, justement. Et il y en a certaines, donc certaines de mes coachs, donc on est 7 hein, dans la team. Il y a certaines des coachs que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas, mais c'est que des filles en qui on n'est que des femmes, en qui j'ai entièrement confiance, dans les capacités, dans les connaissances, dans l'expérience qu'elles ont et je sais si elles font partie de ma team, c'est que je sais qu'elles sont capables d'encadrer nos clients de la bonne manière et en accord avec mes valeurs et avec les valeurs de la team, en fait. Ouais, OK, et du coup, à cause de ça, ça te permet d'être en phase avec toi-même et de pouvoir construire cette team, heu et est-ce que ça t'a appris à déléguer sur d'autres parties, de ton travail du coup? Ou bof? Bof, Et pour ces autres entrepreneurs qui galèrent comme nous à déléguer, est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? je galère aussi. En fait, quand on bosse avec quelqu'un, ben, on dépend de la personne et ce qu'il y a, c'est que, bah, souvent, soit les choses sont pas faites comme on a vraiment demandé ou alors ça prend beaucoup plus de temps et au final, tu es un peu là, en fait, si je l'avais fait moi-même, ça aurait pris moins de temps enfin, j'aurais eu le résultat plus vite, même si sur le moment, ça m'aurait pris plus de temps et je l'aurais eu exactement comme je voulais. Donc au final, voilà, moi, je me débrouille par moi-même. Après, je suis assez démerde, disons, donc voilà, je Mais c'est d'ailleurs ce qui me faisait halluciner parce qu'on en parlait. ouais. Tu me disais que tu montais encore toutes tes vidéos YouTube parce que tu aimais bien la manière dont tu filmais, tu savais exactement quel plan tu voulais mettre parce que tu filmais d'une certaine manière et tout, et je me disais: «Mais Chloé, arrête là, genre, il faut que tu délègues ça, c'est pas possible, quoi». Alors, par exemple, les podcasts aussi, c'est moi qui les édite et cetera, mais les vidéos YouTube, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais jamais déléguer parce que c'est pas juste Never say et cetera, mais c'est vraiment la façon dont je veux délivrer mon message et au final, bah, c'est ça qui m'importe le plus, c'est les messages que je transmets, que je communique, je veux vraiment qu'ils soient délivrés de la bonne manière et de la manière dont j'ai envie et je pense que on en quelqu'un reparle d'autre hein? on en reparle dans 2 ans, OK? Ça fait déjà 4 ans que je fais ça, hein, mais j'ai peur que quelqu'un qui n'est pas exactement ma vision, enfin, personne n'a le même cerveau que moi ou n'est dans ma tête, tu vois? Donc je sais exactement comment je vais délivrer le message et je veux qu'il soit délivré comme ça, en fait. OK, OK. Donc Chloé a encore du boulot à faire sur la délégation comme nous tous. Moi, cette année, j'ai engagé un comptable, c'est déjà ça. Ah oui, oui, ça c'est important, ouais, quand même. Hem, justement, au niveau des réseaux sociaux et cetera, est-ce que tu planifies, tes posts, en avance? Est-ce que tu sais un petit peu, comment tu vas t'organiser sur un mois, sur une semaine? Comment tu t'organises par rapport à ça? Alors, j'ai pas forcément un délai très précis, mais depuis que j'ai le compte de la team, le compte Instagram de la team, là, forcément, je dois préparer à l'avance des posts. Il y a aussi Ouais, beaucoup les coachs créent aussi du contenu et cetera. Donc là, j'ai toujours, je dirais, 5-6 posts d'avance en tout cas. Mais pour ce qui est de mon Instagram perso, en général, c'est vraiment du spontané. Instagram, pour moi, de base, c'était du spontané et honnêtement, je continue comme ça parce que c'est ça qui marche et c'est comme ça que j'arrive à rester moi-même et à rester vraie et c'est ça qui est le plus important pour moi. Même si, d'un point de vue business, pardon, je pense que j'aurais tout intérêt à vraiment planifier et à avoir un post qui est prêt pour chaque jour à 18h, nanana.
Mais c'est pas moi, c'est pas mon truc, donc au final, voilà, je fais ce qui marche pour moi et puis tant pis si niveau, followers, ça ne suit pas forcément. Bah, je pense que tu es une des personnes qui a un engagement, une communauté et un engagement qui est incroyable. Donc, il y a forcément quelque chose qui marche super bien pour toi. Mmh mh. Et je pense que ça vient principalement justement de ton authenticité sur les réseaux, en fait. C'est comme tu dis, tes vidéos. Alors, moi, pour moi, je pense que tu abuses avec ça, mais c'est vrai que le fait que tu délivres ton message d'une certaine manière que toi, tu maîtrises, bah, du coup, c'est aussi toi, en fait. C'est vraiment ton contenu de A à Z. C'est toi qui filmes, c'est toi qui édites. C'est authentique parce que bah, ça vient de toi. Et la manière dont tu communiques sur Instagram, d'une certaine manière, c'est authentique aussi. Et je pense que c'est Mmh mh. ça que les gens apprécient particulièrement. C'est un peu ça la force des réseaux sociaux d'une certaine manière, c'est de pouvoir connecter avec une personne. Ouais, c'est ça et après j'ai envie de dire ça plaît ou ça plaît pas, parce que des fois, je suis très directe et très cash, alors je suis très transparente, mais Je t'avais mais grave taclé quand je t'avais dit sur les questions-réponses, faut que tu te calmes. je suis très, très ironique et sarcastique, mais aussi des fois, c'est un petit peu de la provoque pour que les gens réagissent, en fait. Parce que si tu vas toujours dans leur sens, si tu es toujours tu les caresses dans le sens du poil, si tu dis toujours ce qu'ils veulent entendre, au final, ils apprennent rien et ils t'écoutent pas, limite. Ils t'écoutent pas. Ils sont là: «Ah ouais, Faut ben bien voilà». les challenger. Ouais et du coup, bah, en fait, des fois, ça fait un peu un déclic, ça fait un peu une décharge. Ils se disent: «OK», là, des fois, ils le prennent très, très mal, mais en fait, s'ils le prennent mal, il faut aussi qu'ils arrivent à se remettre en question et à se dire: «OK, pourquoi ça m'active autant?» C'est que peut-être, en fait, que je dois justement creuser là-dedans et peut-être que si ça me touche autant, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Après bon, des fois, c'est aussi juste que sur les réseaux sociaux, on a un peu il y a de tout, hein. Faut dire que quand on n'a pas beaucoup de followers, on se rend pas compte. Mais quand on est beaucoup suivi, il faut se rendre compte que les gens, certaines personnes honnêtement, abusent ou sont ouais. Je pense tu comprends. J'adore comment tu dis ça avec ton accent suisse là, le «y a de tout», c'était génial. Et comment tu aurais des conseils à donner par rapport au fait de créer du contenu sans investir trop de temps dessus? Parce que j'ai l'impression que tu arrives à quand même à produire vachement de trucs et que ça te stresse pas plus que ça, que tu as des trucs qui te viennent, ouais. Alors honnêtement, alors c'est bien que tu le vois comme ça, mais honnêtement, moi j'ai l'impression que j'en fais tellement pas assez et que je pourrais en faire tellement plus, mais j'ai pas le temps Non, justement. mais on peut toujours faire plus. Enfin, tu vois, Ouais, genre, je suis sûr que je ferai, ouais. 10 réels par jour, je me dis: «Ah bah, je pourrais en faire 20», tu vois? Genre, ça c'est clair, mais Ah, perso franchement, bah, et ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est justement la création de contenu, le temps que ça prend. Faire un réel de 15 secondes, ça peut prendre 4 heures, et les gens se rendent pas compte de ça et honnêtement, j'ai des conseils, je sais pas, parce que comme je te dis, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais tu vois, des fois, pendant mmh, une semaine sur mon compte, Instagram privé, je poste rien pendant une semaine parce que j'ai pas de contenu à poster, parce que j'ai pas le temps d'en créer, et puis mmh, après déjà, je jongle aussi, bah, entre tout ce qui est, la tenue de mon business, mais après il y a aussi, bah, j'ai YouTube, j'ai les podcasts, j'ai Instagram, j'ai l'Instagram de la team et cetera. Donc franchement, il faut juste essayer de bah, voilà, dès que tu as un peu de temps, tu dis: «OK, qu'est-ce que je peux créer comme post? Qu'est-ce que je peux faire comme photo? Qu'est-ce que je peux faire comme vidéo? OK». En fait, essayer de toujours avoir de l'inspiration. Donc moi, quand je scrolle sur Instagram, en général, c'est pas scroller sur Instagram pour voir ce que les autres font, c'est plutôt: «OK, l'inspiration». C'est une bonne OK. idée. OK, cet audio, je peux faire un réel avec cet audio et après, Donc bah, tu te après projettes quand tu consommes du contenu, tu te dis: «Ah ça, je peux en faire un truc à ma sauce» ou ça, OK. Mais c'est ouais. bien, tu vois? Genre, par exemple, c'est une différente manière de passer du temps sur les réseaux, tu vois? Si tu arrives à être productif à partir de ça. Et après, je pense, done better than perfect, quoi. Genre, à partir du moment où tu fais un truc et même si c'est pas parfait, parce que je sais que toi, tu es un peu comme ça aussi, tu aimes bien avoir des trucs parfaits et il faut accepter d'une certaine manière que tout va pas être parfait à chaque fois, quoi. C'est ça. Alors, je suis très pointilleuse dans le sens où je sais je sais comment je veux que ça sorte et je veux que ce soit joli. J'ai une de mes valeurs aussi, c'est la beauté, si je fais de l'esthétique. L'esthétique, ouais. Bah, ça se Ouais, voit, tu fais vraiment attention à ça, ouais, enfin, la manière dont tu prends des angles sur ton appart, sur ta bouffe et cetera, ouais,
on voit que tu as l'attention du détail et que l'esthétique, c'est hyper important pour toi, quoi. Donc Mais pour moi, les détails, c'est beaucoup, mais ouais, après, c'est pas je suis pas perfectionniste au point où ça me bloque et ça m'empêche de poster. Il y a des fois où je me dis: «Bon, ben, ça, c'est pas parfait, tant pis». Ce qui est important, c'est qu'au final, je poste et que la bien personne, sûr. elle puisse voir le contenu, quoi. Ouais. OK. Hem, Quand je suis venu, j'ai vu aussi que tu avais pas mal de lectures en cours, Mmh. et du coup, j'aimerais bien te demander, peut-être ton top 5 des livres qui t'ont le plus marqué ou qui ont shapé, ta vue de la vie, en fait, d'une certaine manière. Hem, alors j'en ai 2 principalement, je dirais, qui m'ont vraiment beaucoup impactée. Le premier, c'est, Avoir le courage de ne pas être aimé. Hem Et le deuxième, c'est La Réponse. Alors j'ai plus relu depuis longtemps, mais je sais qu'à l'époque, c'est vraiment ça qui m'avait fait avancer et me dire: «OK, bah, j'ai des rêves, fonce pour les atteindre». Et le troisième, c'est How to do the work, qui est vraiment beaucoup plus, développement personnel, mais celui-là est top. Ouais, je suis content que tu en parles parce que c'est vraiment un livre qui a été, d'une grande importance pour moi pour comprendre plein de trucs. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment top parce que, je pense que toi aussi tu as une approche evidence-based, science-based et c'est important pour toi d'avoir quand même, un contenu qui est scientifique Mmh mh. et le problème de de la psychologie, de la philosophie, c'est qu'il y a beaucoup d'abstrait, en fait, d'une certaine manière et l'approche de ce livre, est super bien parce que c'est quand même vachement fondé, mais en même temps, donc c'est Docteur Pereira, c'est ça? Je me rappelle plus. Le Para, ouais. Heu elle présente, les choses, où elle confirme ce qui est confirmé et d'une certaine manière, elle est vachement ouverte sur certains trucs qu'elle n'arrive pas à expliquer, mais en tout cas son expérience pratique en tant que clinicienne et en ayant, travaillé différemment avec ses patients et cetera est vachement forte et elle te donne des pistes pour essayer de comprendre des choses par rapport à tes traumas et cetera et je pense que c'est vraiment un livre. Honnêtement, je pense que ça serait un livre qui devrait être obligatoire pour tout le monde parce que ça permet vraiment non, mais c'est non, tu penses pas? En Si, si, vrai? si, si. Ouais. Non, mais après, moi, ce que je pense, c'est que à l'école, on devrait déjà avoir des cours de psychologie ou des séances de psy obligatoires ou des trucs comme ça, mais Bah, en fait, le problème, c'est que tu sais, on évolue dans la vie avec, des traumas dont on se rend pas forcément compte parce que, c'est quelque chose qui est normal parce qu'on n'a pas de point de comparaison. On a personne qui nous dit: «Ouais, mais ça c'est pas normal Nevin» ou tu vois? «Ça, c'est pas normal Chloé que tu aies vécu ça» ou c'est pas des relations, tu vois? Genre, normales avec ces personnes et du coup, tu le remets jamais en cause et ça façonne la manière dont tu es, dont tu réagis, dont tu penses, de toi-même, tu sais, tu façonnes cet ego, cette personne que tu es dans ta tête et qui peut toujours être modifiée. Ça, c'est ce dont elle parle vachement dans le livre, en fait, la différence entre la personne qu'on croit être, qui est cette petite voix on se parle, constamment et la personne réelle qu'on est ou qu'on peut devenir, en fait, à partir du moment où on travaille là-dessus. mmh mh. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte via ce livre que, bah, il y a beaucoup de trucs qui m'ont permis de comprendre certaines actions, certaines réactions que j'avais, vis-à-vis d'autres personnes et c'est vachement fort. Alors, je pense que c'est important par contre de bien comprendre que, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le passé et de se dire: «Ah bah, parce que ça m'est arrivé, je me place, en victime et du coup, je suis la personne qui a eu ce trauma et je peux pas évoluer et tout» et ça, c'est ce que je vois un petit peu trop justement Ouais. avec la psychologie, c'est que les gens restent trop dans le passé, trop dans ce côté trauma dramatique et ça les empêche d'avancer. Voilà, c'est arrivé, en prendre conscience, c'est bien et après il faut mettre en place les choses qui permettent justement de dépasser ça et de changer ses actions via, bah, des bonnes habitudes, un changement, automatique avec des déclencheurs de: «Ah bah, je réagis comme ça, OK, je sais d'où ça vient, il faut que je change ça» et je pense que c'est vraiment top. Ouais, OK, beh, bah, écoutez, recommandation de Chloé, How to do the work. mais c'est exactement ça parce que, bah, comme tu as dit, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Tout d'abord, c'est prendre conscience de ce qu'on a vécu parce que des fois, on n'a même pas conscience. Comme tu le dis, pour nous, c'était notre normal parce qu'on n'a pas de point de comparaison, c'est ce qu'on a toujours vécu, donc pour nous, c'est normal et en fait, déjà prendre conscience que ce qu'on a vécu, bah, c'était peut-être pas
normal ou plutôt prendre conscience de comment ça apparaît dans notre vie actuelle, donc comment ça shape, comment ça a des conséquences sur nos comportements, sur notre façon d'être, notre façon de penser, nos croyances limitantes. Heu et ensuite, pas utiliser ça comme excuse, exactement comme tu viens de dire. Il y a certaines personnes qui disent: «Oui, j'ai vécu ça, donc je suis comme ça aujourd'hui et voilà, tu fais avec». Ouais. Donc en fait, non, c'est prendre conscience de ça, comprendre. Moi, j'ai aussi compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes comportements qui me faisaient souffrir à l'époque, mais je comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça peut-être. Donc ça m'a permis de comprendre des choses. Mais en fait, une fois qu'on a compris, bah, ça nous permet surtout d'agir pour changer, pour plus que ça nous touche et pour faire en sorte de vivre plus en accord avec qui on aimerait être et plus sereinement, en fait. Ouais, et comprendre justement que, encore une fois, que la personne qu'on croit être, c'est quelqu'un qui peut évoluer à tous les niveaux, en fait. Je pense que c'était vachement important ce que tu disais, tu sais, par rapport au livre que tu as lu, La Réponse, que j'ai pas lu Mmh mh. d'ailleurs, que faudrait que je regarde. C'est que quand tu entends les gens qui ont réussi ou que tu prends comme mentor, et cetera, souvent ils disent: «Mais tu peux faire ce que tu as envie de faire, et cetera. C'est juste, dépasser les limites psychologiques que tu t'imposes, en fait, d'une certaine manière». Et ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'entendais ça et à chaque fois, j'étais super pessimiste et je me disais: «Ouais, non, mais il dit ça parce qu'il a réussi, c'est pas vrai». Et c'est tellement vrai, en fait. C'est super cliché, en fait, de le dire, mais c'est tellement vrai dans le sens où si tu veux faire quelque chose et que tu te donnes les moyens de le faire, tu peux y arriver, en fait. Ouais. Ouais, c'est super cliché, mais c'est super vrai. Mais je dirais qu'il y a aussi un gros souci, c'est que les gens pensent que quelqu'un va les sauver. Ils se disent ou alors ils prennent, Mmh. les circonstances en fait en excuse. C'est: «Ouais, mais je peux pas parce que ça» ou ils attendent que ça change tout seul. Ils se disent: «Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelqu'un qui va venir pour changer, changer la situation». Mais en fait, c'est eux-mêmes, c'est eux sont les seuls responsables de leur vie et sont les seuls capables de changer leur vie et s'ils font rien, bah, ça va jamais changer et souvent ils attendent en se disant: «Ça ira mieux, ça va changer», mais au final, bah, s'ils agissent pas, ça change pas et comme tu l'as dit, on est capable de bien plus que ce qu'on croit, mais il faut juste y aller. Ouais, ouais, carrément. Je vais te faire quelques petites, rapid fire questions et après, je te poserai une dernière question pour clôturer ce podcast. Boisson favorite? Coca zéro, J'aime. Avec ou sans caféine? sans le soir, À quel moment de la journée tu es la plus productive? le soir. OK. Été ou hiver? J'aime bien les 2. J'aime bien avoir les saisons. J'aime bien le snow, mais j'aime bien le chaud. Lever de soleil ou coucher de soleil? Coucher de soleil. Hem, Chat ou chien? Chat. C'est vrai? Ouais. Intéressant. Ou tu pas? Non, en vrai, je pourrais pas choisir. C'est juste que, le côté loyal et l'amour que te donne un chien, c'est incomparable. En fait, le chat, i Il est il est trop indépendant. tellement ingrat, c'est Non, ça. ça dépend des chats. Mais après, je suis un peu biaisée, j'ai grandi avec plein de chats. Ouais, Hem, c'est peut-être ça. mais ce qu'il y a, c'est qu'un chat, bah, il vit sa vie, tu vois? Genre, tu veux lui faire des câlins, tu lui fais des câlins, mais après, si tu as pas envie de t'en occuper, bah, il s'occupe tout seul. Alors qu'un chien, ça demande Ouais. beaucoup, beaucoup de Ah oui, carrément. d'attention et C'est de attention tout le temps. Ouais, c'est clair, c'est clair. Hem, Chocolat ou vanille? chocolat, OK. Un truc qui te fait peur? les araignées. Va pas en Australie. Ouais, je sais. Hem, et la dernière question, ça serait quel est heu, attends, je perds mon français. Moi Advice? Comment on le dit conseil, advice? Ah ouais, le meilleur conseil qu'on t'ait donné, dans ta vie? hem, je dirais de ne pas agir, parce qu'on attend de toi que tu agisses comme ça. Genre, en fait, ne fais pas uniquement ce que les gens attendent de toi, mais fais plutôt ce que toi, tu as envie de faire. Magnifique, j'adore. Et arriver à se détacher, doucement de ce que pensent les autres, de nous qui est très difficile, hein, parce qu'on
on est quand même un animal social et tout, mais je pense que c'est hyper important pour s'émanciper et être heureux dans sa vie, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça, Chloé. Je pense que c'était vraiment topissime. Merci à toi. Pour ceux qui veulent retrouver Chloé, évidemment, bah, tous les liens sont en description. Je vous rappelle aussi qu'on a fait un petit training ensemble qui est disponible sur YouTube, qui devait être le même week-end que ce podcast. Mais bon, là, ça a été en décalé, mais ça va se poster plus ou moins en même temps. Donc, allez voir ça. Et si tu as envie de nous parler d'un truc pour finir, je ne sais pas, que ce soit un projet ou un truc en particulier pour finir ce podcast, ce que tu veux. Non, alors j'ai rien de spécial, mais voilà, si vous voulez voir un petit peu justement les projets qui arrivent au niveau de la team ou au niveau de mes projets perso, vous pouvez simplement me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Merci Chloé. Merci à toi.